Bonsoir tout le monde. Salut tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 7 décembre 2025. On commence toujours en retard ces temps-ci. C'est la malédiction de Lucie Laurier. Elle avait dit qu'on était des francs-maçons parce qu'on commençait à 17h17. Puis après ça, on n'essaye plus d'être vraiment à l'heure pour essayer de briser la malédiction. Et voilà, mais c'est ça. Aujourd'hui, on parle de ce gigantesque pavé dans la mare. En fait, le torchon brûle entre les États-Unis, l'administration Trump et l'Union européenne. La Maison-Blanche a publié sa stratégie de sécurité nationale et ça change complètement, en fait, ouais, ça change complètement la géopolitique mondiale. C'est-à-dire, c'est comme Yalta. Il y a eu un avant et un après Yalta lors de la Deuxième Guerre mondiale, le sommet de Yalta, où il y a eu le partage du monde ou la création de l'ONU, ce genre de choses-là. Il y a comme un avant et un après, et il y a un avant et un après la publication de ce document sur la sécurité nationale. Ça résume beaucoup de ce qu'on disait, c'est-à-dire que les choses qu'on déduisait de l'administration Trump depuis 2018, depuis le début de Radio-Québec, lors de son discours à l'ONU, etc., chérissez votre souveraineté, etc., etc., c'était à l'état embryonnaire, c'était à l'état du discours, et là, maintenant, on est rendu à la phase de mise en application. Et donc, on va appliquer la grille d'analyse habituelle de Radio-Québec, vision synoptique, cui bono plus timing. Vision synoptique, c'est qu'on va regarder l'ensemble de... ça s'inscrit dans quoi? C'est ça ici, c'est ce document-là que je suis allé lire sur le site de la Maison-Blanche. National Security Strategy of the United States, November 2025, et ça fait beaucoup réagir partout dans le monde parce que dans ce document-là, c'est l'Europe qui est finalement ciblée comme la méchante, ni la Chine ni la Russie, c'est l'Europe. Et rappelez-vous, on en avait parlé dans les web journaux précédents, Trump qui disait l'ennemi, c'est pas la Russie, l'ennemi, c'est pas la Chine, l'ennemi est à l'intérieur. Il parlait de l'État profond, j'avais parlé du discours de Kennedy, etc. On ne fera pas ça. Il y avait J.D. Vance qui avait fait la même chose. L'ennemi est intérieur. On avait fait c'est pas la Russie, etc. L'ennemi, c'est l'autoritarisme, on pourrait dire en français. Les manquements à la démocratie, liberté d'expression, ingérence dans les élections, etc. C'est ça l'ennemi intérieur. Et donc, il y a un changement complet. Là, je veux dire, c'est aussi important qu'en termes de géopolitique, de monde dans lequel nos enfants vont vivre, c'est le même genre de basculement que lors de la chute du mur de Berlin, de la fin de la guerre froide, etc. Là, c'est la fin de la guerre froide avec la Russie qui a commencé en 1991, après la chute du mur de Berlin, justement. Là, c'est la fin de la guerre froide avec la Russie, avec l'expansion de l'OTAN, etc. C'est la fin de la guerre froide avec la Russie et c'est la guerre froide entre les patriotes et l'UE, l'Union européenne, qui est le dernier bastion des mondialistes dans le monde. Et donc, vision synoptique, on va regarder l'ensemble, rapidement, on va parler de ça, de la sécurité, de la stratégie de sécurité nationale qui a été publiée, mais le changement de perspective sur les affaires géopolitiques mondiales de l'administration Trump. Donc, on en a parlé, comme je vous disais, depuis le début de son arrivée, depuis le début de Radio-Québec, mais il y a le basculement est beaucoup plus prononcé depuis le début de son deuxième mandat, et on va revoir rapidement ces trucs-là. Il y a des tirs groupés contre l'UE, c'est-à-dire que l'administration Trump valorise et galvanise les forces nationalistes à l'intérieur de l'UE, comme Viktor Orban, etc., Alice Weidel de l'AfD en Allemagne, et critique les mondialistes en place. Et donc, vision synoptique, cui bono, à quoi bon tout ça, à qui profite le crime? C'est évidemment aux mondialistes, parce que, comme on le dit, l'Europe, c'est le dernier bastion des mondialistes. Il ne reste plus rien. Puis c'est pour ça aussi qu'ils ne veulent pas terminer la guerre en Ukraine, parce que les élites européennes, écoutez-moi bien, là, les élites européennes savent que dès que la guerre arrête en Ukraine, avec une défaite de l'Ukraine, c'est une défaite de l'OTAN. Et là, c'est le château de cartes qui s'effondre complètement.
la corruption des élites européennes va potentiellement être révélée parce qu'il y a des ramifications entre le scandale de corruption avec Zelensky là, et les élites européennes. C'est exactement comme l'entente avec l'Iran. On en avait parlé en 2018 quand Trump avait déchiré l'entente avec l'Iran. Tout le monde disait ah, Israël, blablabla. J'arrête Kouchner. Et, mais il y a des gens à l'intérieur de l'Iran qui disaient si tout ça s'effondre, on va révéler les noms des politiciens européens qui ont eu des rétrocommissions avec l'argent que Barack Obama avait envoyé en Iran. Il avait envoyé, je pense, 4 milliards de dollars américains en Iran dans des palettes, là, sur des palettes, là, genre, des dollars, des billets, là, 4 milliards comme ça, et de l'argent en cash. À quoi ça sert? Ça sert à ne pas être, c'est pas traçable, et donc tu peux payer des rétrocommissions, envoyer ça dans des comptes en banque offshore, aux îles Caïmans, etc., à des élites européennes. Et donc, dans ce scandale de corruption avec l'Iran, pas de scandale de corruption, pardon, dans le fait que Trump ait déchiré l'entente avec l'Iran, les élites européennes étaient comme compromises là-dedans. Et là, c'est la même chose avec la guerre en Ukraine. Il y a fort probablement, il y a des gens qui ont commencé à pointer du doigt le phénomène. Viktor Orban, d'ailleurs, la corruption des élites européennes, c'est-à-dire on envoie tout l'argent en Ukraine et puis là, il y a des... C'est exactement le même système qu'avec Zelensky et les compagnies européennes, c'est-à-dire le gouvernement ukrainien donne de l'argent aux compagnies ukrainiennes et il y a une partie de cet argent-là qui revient dans les poches de Zelensky. Puis c'est là qu'on voit les vidéos des Ukrainiens à Monaco, là, avec des Lamborghini, etc. Et puis qui mènent c'est l'argent des contribuables européens qui a été lessivé et qui a été blanchi, qui est retourné dans les poches des élites ukrainiennes. Mais il y a une partie de cet argent-là aussi qui est envoyé en Europe parce qu'il faut bien voter les budgets. Il faut que l'argent envoie, il faut que les politiciens envoient de l'argent en Ukraine. Donc, il faut les corrompre malgré le fait que la guerre est en train de se... Ça va très mal, etc. Il faut corrompre les élites. Et donc, ils ont peur de ça. Ils ont peur. C'est pour ça qu'ils ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques absolument injustifiables. C'est fini, là, c'est fini. Le front, je veux dire, c'est une ville après l'autre. C'est comme... Mais ils continuent parce qu'ils savent qu'ils sont les prochains. C'est un peu comme avec la COVID, là, c'est-à-dire ils devaient maintenir la façade jusqu'à la fin parce qu'ils savaient que si le discours sur la COVID s'effondrait, c'était leur propre corruption qui allait être révélée. Mais on est dans ce genre de broyeur, là, où est-ce que la corruption devient de plus en plus visible. Et donc... quand je dis timing, là, présentement, la raison pour laquelle c'est pas un mémorandum, mais ce document sur la stratégie de sécurité nationale aux États-Unis est publié maintenant, c'est précisément parce que les foyers de tension, ce que j'explique depuis bientôt 8 ans à Radio-Québec, ça va être 8 ans dans un mois, là. Les foyers de tension partout dans le monde ont été apaisés. Trump a fait son voyage en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite et les pays de la région ont arrêté de financer le djihadisme mondial. Il est allé en Corée, apaiser les tensions là-bas. Là, l'Ukraine, etc. Et donc, les tensions s'entendent comme passablement bien avec Xi, Poutine, etc. Ce sont des compétiteurs et non pas des ennemis, comme il n'a cessé de le rappeler. Trump suggère utiliser l'armée contre l'ennemi intérieur. Le jour des élections, et dans le même discours, il disait que l'ennemi, ce n'était pas la Russie ni la Chine. Donc, le monde est essentiellement stabilisé. Le seul problème qui reste, ce sont les élites européennes. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises, mais là, vous allez voir comment ça s'articule, ça. Et donc, le timing, c'est ça. Le timing, c'est vision synoptique, c'est tout ce que l'administration Trump a fait là-dessus. Cui bono, ça profite évidemment aux patriotes et non pas aux mondialistes. Il y a des gens qui continuent à dire que Trump est un mondialiste, right? C'est ça? OK. Et puis après ça, il y a le timing, c'est la guerre en Ukraine est sur le point de se terminer. Et là, le focus, c'est sur l'Europe. J'avais déjà montré cette carte-là dans un web journal précédent. Ça, c'était de l'expansion, de la chute du mur de Berlin jusqu'en 2022. Vous aviez une expansion mondialiste selon la théorie du pivot et du grand échiquier de Brzezinski. J'en ai parlé. Tant dans la zone du Moyen-Orient qu'en Ukraine, c'était les deux piliers. Là, vous avez eu l'invasion de l'Irak
Les bases américaines, l'invasion de l'Afghanistan, les bases américaines partout dans la région, etc., la déstabilisation de la Syrie, blablabla, et puis après ça, l'Ukraine avec le coup de Maïdan, etc. C'était l'expansion mondialiste pour contrôler les verrous, les verrous dans une politique géopolitique. Mais là, ce qui se passe depuis la guerre en Ukraine et le retour de Trump, c'est plutôt l'Europe qui est prise en tenaille par les patriotes. Donc, une pression du côté américain et une pression du côté russe. Et les élites européennes sont isolées présentement, ils n'ont nulle part où aller et font face à la ruine. Et c'est dans ce contexte-là, avec la fin de la guerre en Ukraine, que le dernier bastion, c'est l'Europe et que les États-Unis publient ce document sur la sécurité nationale qui change la donne complètement. On va y arriver, là, j'ai l'impression que je déparle. Là. Regardez ça ici, donc, et ça a provoqué énormément de réactions. Dans le document, on parle d'effacement civilisationnel. Le Monde nous dit effacement civilisationnel de l'Europe, fin de la migration de masse, extrait du document qui expose la vision du monde de l'administration Trump, donnant au passage une leçon à l'Europe pour qu'elle restaure sa grandeur. Make Europe great again. C'est essentiellement ça dans le document. Ce que Trump essaie de faire, c'est de stabiliser l'Europe. Les élites européennes cherchent à déstabiliser l'Europe avec des politiques vertes insoutenables, l'argent qui fuit, comme en Ukraine, les milliards d'euros qui fuient, des politiques migratoires qui détruisent le tissu social. L'objectif, c'est un objectif de destruction de l'Europe. Et là, Trump essaie de stabiliser l'Europe, encore une fois. Et là j'ai hâte de voir la réaction des black pills qu'on est habitué à lire sur les réseaux sociaux qui disent ils obtiennent tout ce qu'ils veulent. J'ai déjà dit ça, ils obtiennent tout ce qu'ils veulent de l'administration Trump, mais n'osent pas l'admettre. Après Vance, rappelez-vous le discours de Vance, Trump lui-même délivre une magistrale leçon à l'Europe en déclin, immigration, liberté d'expression, déclin économique, effacement civilisationnel, constat implacable mais juste. On dit aussi ici, immigration, liberté d'expression, le plan de Donald Trump pour aider l'Europe à corriger sa trajectoire actuelle. Le président américain a publié ce vendredi la stratégie de sécurité nationale dans laquelle Donald Trump s'en prend sévèrement à l'Europe. Il y matérialise les objectifs des États-Unis pour le vieux continent. Donc, et la raison pour laquelle il y a un backlash de la part de l'Europe, c'est que les élites européennes savent que, et c'est la raison aussi pour laquelle ils répliquent en ciblant Elon Musk, le Twitter de Elon Musk, parce qu'ils savent que ce que Trump vient d'annoncer dans son document de sécurité nationale, c'est une opération douce de changement de régime en Europe. Douce parce qu'il n'y aura pas de CIA qui va travailler en coulisses pour gérer, comment je pourrais dire, organiser des manifestations comme à Maïdan. Ce ne sera pas ce genre de changement de régime-là, mais c'est à travers la critique et c'est à travers l'octroi de la liberté d'expression et la possibilité de la critique, parce que les peuples européens ne veulent pas de la politique qui leur est imposée. Et donc, si on leur donne la possibilité de se prononcer là-dessus, au lieu de les arrêter, ça va graduellement mener à du changement de régime. Okay? Donc, c'est pour permettre la discussion, la réflexion, et aussi, on va voir pourquoi c'est bon stratégiquement pour les États-Unis que l'Europe se remette sur les pieds. Et on n'est pas dans une perspective de François Asselineau ici, là, où les États-Unis essaient de déstabiliser l'Europe, etc. On va voir pourquoi, parce que les États-Unis ont besoin d'une Europe stable. Parce que les États-Unis, disons-le tout de suite, là, rapatrient, c'est la fin de ce qu'on pourrait appeler l'Empire américain. Il a démantelé le USA, il renvoie les personnes de la CIA, ils vont refondre les agences de renseignement. Mike Flynn en parle dans à peu près tous les podcasts. Là, cette semaine, il en parlait encore, il faut démanteler la CIA, etc. Et donc, ce que les États-Unis vont se concentrer sur une zone d'influence. C'est ce que j'ai appelé en 2018 le monde tripolaire. Il y avait comme la Chine d'un côté, il y allait avoir la Russie de l'autre, et il y allait avoir les États-Unis. Dans le document de sécurité nationale, ils appellent ça « the Western Hemisphere », l'hémisphère ouest. Mais ça n'existe pas de Western Hemisphere. On pourrait appeler ça c'est l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Là. Western Hemisphere, c'est un nouveau concept, et ce que ça englobe, c'est surtout la zone atlantique. Et les États-Unis, étant donné ils vont laisser essentiellement l'Asie à la Chine, ils vont laisser essentiellement l'Eurasie, une partie peut-être même de l'Afrique à la Russie, etc., etc., les États-Unis vont se concentrer sur la zone atlantique et ça va être comme on pourrait dire, ça va être leur zone d'influence.
ça va réduire les tensions mondiales, le fait qu'ils ne soient pas éparpillés partout. Et, mais le truc, c'est que si les États-Unis n'ont pas une Europe solide comme partenaire, ben les États-Unis sont affaiblis, vous comprenez? Donc, il y a ici il y a un aspect de symbiotique avec l'Europe. C'est-à-dire, les États-Unis ont besoin de l'Europe, l'Europe a besoin des États-Unis. Sauf que les politiques actuelles de l'Europe sont en train de détruire l'Europe et sont en train de faire en sorte que l'Europe ne puisse pas, dans 15-20 ans, continuer à être un allié des États-Unis. Si l'Angleterre devient un califat, ben l'Angleterre ne sera pas l'allié des États-Unis, vous comprenez? C'est-à-dire qu'avec l'immigration de masse, les changements démographiques sont tellement importants que des alliés traditionnels deviennent genre des pays qui vont complètement changer de politique étrangère, qui vont se tourner vers l'Afrique. Et donc, les États-Unis ont besoin de stabiliser les flots migratoires pour conserver la cohésion européenne et les ententes historiques et les liens historiques entre les États-Unis, l'Angleterre, l'Europe, etc., etc. C'est pour ça que mais c'est pas possible d'y arriver. Je vous explique ça. Je vous explique tout le web journal encore une fois. Je vous fais une super synthèse. Là. Je vends mon punch. OK, on va passer tout de suite au remerciement. Et pour y arriver, c'est-à-dire l'Europe s'en va à sa perte et les États-Unis vont perdre leurs alliés dont ils ont besoin parce que les États-Unis se replient là, sur la zone Western Hemisphere, ce qu'ils appellent la zone d'influence, la zone atlantique. Ils se replient, ils laissent. Et donc, ils ont besoin des alliés européens, mais présentement, les élites européennes ne permettent pas ça. Ils sont en train de détruire l'Europe et les États-Unis sont, encore une fois, comme lors de la Deuxième Guerre mondiale, accourent à la défense de l'Europe pour rétablir l'Europe sur les bonnes valeurs, la bonne direction, etc. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, il y en a qui ont été beaucoup plus loin que ça. Ici, dans le Wall Street Journal, on dit « Les États-Unis réécrivent l'histoire en désignant l'Europe et non la Russie comme le méchant dans leur politique de sécurité. » Bien là, ils vont un peu fort. Là. Moi aussi, je suis allé un peu fort dans le titre. J'ai dit « l'ennemi européen », mais c'est pas... Premièrement, le document est beaucoup plus diplomatique que ça. Il n'y a pas de désigne personne comme ennemi, mais il dit que l'Europe doit changer essentiellement. Il dit que l'Europe doit changer de trajectoire parce qu'elle s'en va à sa perte. Tout le monde le voit, etc. Et donc, voilà. Il y a une fin des tensions géostratégiques mondiales entre la Russie, etc. Et puis le dernier ennemi, c'est le dernier problème à régler pour que les États-Unis puissent se concentrer sur l'hémisphère Western Hemisphere, la zone atlantique. Il y a besoin de partenaires fiables en Europe. Et s'il y a, entre autres, des flux migratoires incontrôlés pendant encore 20 ans, ben, ils n'auront pas de partenaires en Europe. Donc, c'est une main tendue à l'Europe. On se comprend? Et voilà, les mondialistes en PLS, il fallait que je la sorte encore une fois, cette fois-ci. Et c'est pour ça qu'il y a eu un backlash incroyable en Europe contre cette politique-là. On dit notamment... alors que l'administration de Trump veut sauver l'Europe du désastre, elle est dépeinte comme l'ennemi. Et vous voyez ici des sondages qui sortent cette semaine en Europe. Près de la moitié des Européens considèrent Trump comme un ennemi de l'Europe. Je ne sais pas si c'est... Imaginez ça, c'est ça que j'ai expliqué dans l'effet domino. Pourquoi les autres pays mettent tant d'efforts à dénigrer Donald Trump, son administration, etc.? Pourquoi les influenceurs sont payés? Pourquoi on essaye tant de lui barrer la route? Ben, c'est pour éviter l'effet domino. Ouais, et, parce que là, vous voyez bien où ça s'en va. Ça s'en va vers une politique douce de changement de régime en Europe. On se débarrasse des élites mondialistes et potentiellement de la Commission européenne et on met en place des politiciens nationalistes qui ne seront pas des laquais de Washington, mais qui auront, avec les États-Unis, des valeurs communes, une histoire commune, qui seront des alliés. On ne s'entendra pas sur tout. Je dis « on », c'est comme au-dessus de moi, là. On ne s'entendra pas sur tout, il va y avoir des conflits commerciaux, etc., etc. Mais dans l'ensemble, on va être une communauté historico-culturelle commune. Et ça va beaucoup mieux comme ça que si l'Europe est devenue, si l'Angleterre est devenue un califat islamique. Vous comprenez?
Là, il n'y aura plus de communauté historique, etc. Et c'est pour ça qu'on sort ces sondages-là, pour barrer. Les mondialistes sortent ces sondages-là. Je ne sais pas s'ils sont vrais, quelle est la méthodologie, etc. Mais on implante dans la tête des gens que la moitié des Européens considèrent Trump comme un ennemi du vieux continent. Ça, c'est à force de matraquage, etc. Il y a même Valérie Hayé, on en avait parlé à l'été 2024, c'est elle qui s'était pissée dessus dans un événement, elle était toute mouillée. Elle est la chef de Renew Europe, elle était à la tête de la liste pro-Macron lors des dernières européennes. Elle y a été, elle n'y a pas été de main morte, elle a dit « Cette administration Trump est un ennemi de l'Europe. Nous devons cesser de nous comporter en amis avec elle. » Ça, c'est en bas ici, là. Ici, dans ce coin-là. Donc, elle dit « La section consacrée à l'Europe est d'une rare hostilité. » On va aller voir ça. Il y a absolument, c'est pas d'une hostilité, là. Il dit les faits. Mais elle suppose que les gens qui lisent son tweet n'iront pas lire le document sur la stratégie nationale. Donc, la section consacrée à l'Europe est d'une rare hostilité, parlant entre autres d'effacement civilisationnel. Tout le monde le constate, là. Mais remise en cause de la liberté d'expression. Comme s'il y avait de la liberté d'expression en Europe, perte des identités nationales, etc., etc. Le document est inacceptable et dangereux. Hein? Les États-Unis n'ont pas à se mêler de nos politiques intérieures. Il n'y a aucune intervention sur les politiques intérieures. Elles remettent en cause ce qui fait l'Union européenne, ses valeurs et ses choix démocratiques. Il n'y a justement pas de démocratie en Europe parce que les élections sont annulées. Encore une fois, ouais, on peut y aller ici tout de suite. Regardez cette nouvelle-là, ça c'est cette semaine, les élections municipales en Angleterre. Les élections municipales en Angleterre sont encore une fois repoussées parce que le parti Reform de Nigel Farage, qui est un parti qui serait plus près de la pensée trumpiste, quoique il y a comme beaucoup de divergences, Nigel Farage a été invité dans les rallyes de Trump. Et donc, il est en train de monter. Starmer en Angleterre est très, très, très impopulaire. Et c'est le Reform de Farage qui monte. Et là, on repousse encore une fois les élections municipales pour l'empêcher de faire des gains. Donc, franchement, un gouvernement très autoritaire, nous dit Nigel Farage, la Grande-Bretagne, dirigée par les travaillistes, suspend les élections et annonce le déploiement de caméras de reconnaissance faciale de type chinois. Même chose en Allemagne. Il y avait cette nouvelle où est-ce que l'AfD, on empêchait l'AfD de... ici. Ça, c'est toute cette semaine, là. Les membres de l'AfD ne sont pas autorisés à se présenter à la mairie de Reani-Palatina. Donc, on empêche les gens de se présenter. Rappelez-vous aussi ce qui s'était passé avec Georgescu en Roumanie pour des motifs complètement frauduleux. On l'avait exclu de la présidence, encore une fois. Et donc, les choix démocratiques de l'Europe, Valérie Hayé, hein, donc, l'AfD a été désigné par les services de renseignement allemands comme un parti extrémiste. C'est un parti tout à fait centriste là, qui veut juste la même chose que ce que Trump veut aux États-Unis, c'est-à-dire que ce soit seulement les immigrants légaux qui puissent rester en Allemagne. Il n'y a rien d'extrême droite dans son truc, là. Si on n'est pas sur la ligne européiste, mondialiste, on est extrême droite de toute façon. Là. 100% de... Je pense qu'il y a un tweet de Musk qui dit justement... 99,999% de l'humanité aurait été qualifiée d'extrême droite selon les critères actuels. Et Elon Musk répond oui, 100% vrai. Et donc, étant donné qu'ils ont été qualifiés de parti axiste, facile, tu qualifies Radio-Québec d'extrémiste ou tu qualifies n'importe quoi, tu mets une étiquette, les médias s'en emparent, puis après ça, tu as un truc devant les tribunaux, tu vois. Les tribunaux vont dire « Ah oui, mais les médias ont dit que, et donc on ne prendra pas de chance ». Et là, ça c'est cette semaine, tu vois, et ça avait été la décision d'exclure l'AfD ou de la qualifier d'extrémiste, ça avait été critiqué par J.D. Vance et par Marco Rubio. Vous voyez ici, donc ça c'était il y a quelques mois. Rubio condamne la décision des services de renseignement allemands de classer le parti d'extrême droite, c'est pas extrême droite là, AfD comme extrémiste. Le secrétaire d'État américain Rubio qualifie l'Allemagne de tyrannie déguisée après le verdict sur l'AfD, etc., etc. Là, ils les empêchent de se présenter aux élections et tout, et tout. Donc, quel choix démocratique, Valérie Hayé, le fait de s'ingérer partout dans les élections et de museler tous ceux qui critiquent les politiques migratoires, etc., etc. Et donc, si tu n'as pas de liberté d'expression, si les élections, on joue comme ça dans les élections, si
les décisions sont prises à Bruxelles, il n'y a pas d'imputabilité démocratique, etc. C'est ce qu'on appelle une tyrannie. Il n'y a aucun choix démocratique là. Ça s'appelle une tyrannie en bonne et due forme. OK? Donc, c'est pour ça qu'ils repoussent tout ça. Et les États-Unis, présentement, vous ne le verrez jamais dans les médias, mais c'est l'organe, c'est l'organisation vertueuse ici. C'est-à-dire, que défendent les États-Unis? Qu'est-ce que les États-Unis, encore une fois, critiquent? Qu'est-ce que les États-Unis critiquent? Qu'est-ce que J.D. Vance a critiqué? Il critique la tyrannie juridique, tu sais, le fait que, j'ai pas la capture d'écran ici, par exemple, en Allemagne, il y a un migrant qui viole une personne, viole une jeune fille, là, 13 ans. C'est un viol sordide. Et puis, par la suite, la mère de l'enfant dit c'est un porc dégénéré. La mère de l'enfant qui dit c'est un porc dégénéré a une sentence plus lourde que le migrant qui a violé. C'est-à-dire, le crime, c'est le crime de pensée, tu vois. Et après ça, on s'auto-censure. Et donc, tyrannie juridique, on avait décrit ça aussi dans le Web Journal, Le Dernier Bastion, quand Marine Le Pen, on lui avait empêché de se présenter aux élections, ça aussi. Donc, c'est AFD, Le Pen, Georgescu, c'est quoi? Nigel Farage maintenant. C'est une véritable tyrannie, l'Europe. Et donc, s'il avait critiqué, c'est ça, liberté d'expression et tout ça. Et donc, ici, donc, Vance recourt à des demi-vérités pour donner des leçons à un public européen parfaitement conscient que la menace que représente un régime autoritaire, apparemment, ils ne savent pas c'est quoi un régime autoritaire parce qu'ils sont en train d'appliquer exactement les critères selon lesquels on juge un régime comme étant autoritaire ou non. Ils sont en train de mettre ça en application. German minister comparing Germany with authoritarianism is unacceptable. C'est inacceptable, nous dit. Pourtant, il le pratique. Là, le ministre allemand, je pense que c'était le ministre des Affaires étrangères, je ne me rappelle plus son nom, qui avait dit que c'était inacceptable, mais pourtant, c'est ça, ils ont... et donc, c'est ça, tyrannie déguisée, etc. On reviendra à ça, mais c'est la raison pour laquelle ils sentent que ça chauffe et tentent de résister à cette offensive de l'administration Trump. Donc, Trump, National Security Strategy, The New Cold War, c'est la nouvelle guerre froide. C'est pour ça que je dis que la guerre froide s'est arrêtée en 1990-91, et là, on entre dans une nouvelle guerre froide, sauf que c'est plus une guerre froide avec la Russie, c'est une guerre froide avec l'Europe. Donc, le document ici, National Security Strategy, un document d'une trentaine de pages, je l'ai mis avant le Web Journal sur Telegram. Je vous invite vraiment à aller le lire parce que ça va définir toutes les interactions, ça va définir tout ce qu'on va voir. Le Canada va faire des choix. Le Québec qui réduit son immigration, là, tout d'un coup, il y a une espèce de changement. Tout d'un coup, c'est comme... depuis le chemin Roxham jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait rien. C'était comme, on n'entendait pas parler de... C'était pas important, l'immigration. Les gens chialaient, puis on les laissait se plaindre. Et puis, là, tout d'un coup, c'est devenu important. C'est maintenant possible de changer les choses. Ben oui, c'est parce qu'il y a eu un changement dans l'ère du temps. Et ce qu'on vous explique à Radio-Québec, c'est le changement dans l'ère du temps qui va faire en sorte que vous allez voir dans votre feed X les nouvelles, de plus en plus de nouvelles qui vont aller dans ce sens-là. Donc, on explique on donne la vision synoptique de tout ça. Et donc, il y a deux passages intéressants. Le document a, par exemple, ici, là, il a découpé en 3 sections. Donc, la partie 4, la stratégie est divisée en principes, priorités et régions. Et donc, sur les principes, le point 2 des principes, il y a les principes, après ça, c'est les priorités. La priorité, je m'excuse, là, je les parle. La première priorité, le point 2, c'est priorité. La première priorité de l'administration Trump, c'est de mettre fin à l'immigration de masse. C'est la priorité en termes de sécurité nationale. C'est la priorité numéro 1 de l'administration Trump, c'est de mettre un terme aux migrations de masse. On nous dit l'Europe continentale. Ah, c'est celle-là ici ou c'est celui-là? C'est ça, je me suis trompé. L'ère de la migration de masse est terminée. Les personnes qu'un pays admet sur son territoire, en quel nombre et d'où elles viennent, définiront inévitablement l'avenir de cette nation. Et donc, si les pays européens se remplissent d'islamistes,
ben, les États-Unis n'ont plus d'alliés dans l'hémisphère occidental, comme on dit, dans l'hémisphère de la zone atlantique. Et donc, ça devient une question de sécurité nationale. L'immigration, étant donné que les allégeances des pays, à cause de l'immigration, les allégeances des pays vont vaciller, basculer, etc., à cause de l'immigration, mais ça devient un problème de sécurité pour les États-Unis parce que les États-Unis ont besoin d'avoir des personnes qui ont, des politiciens qui ont les mêmes valeurs et puis ce que j'expliquais au début, la continuité. Donc, dans de nombreux pays à travers le monde, la migration de masse a mis à rude épreuve les ressources nationales, accru la violence et d'autres formes de criminalité. Hey, quelqu'un qui reconnaît finalement qu'il y a des viols et qu'il y a des meurtres, wow! Et donc, la violence et d'autres formes de criminalité a affaibli la cohésion sociale. On en parle depuis 2017 de la cohésion sociale à Radio-Québec. Déformé les marchés du travail en faisant baisser les salaires, augmenter les logements, etc. Et compromis la sécurité nationale. L'immigration de masse a compromis la sécurité nationale. L'ère de la migration de masse doit prendre fin. La sécurité des frontières est l'élément principal de la sécurité nationale. Nous devons protéger notre pays contre l'invasion, non seulement contre la migration incontrôlée, mais aussi des menaces transfrontalières telles que le terrorisme, trafic de drogue, etc., etc., etc. Donc, la priorité numéro 1, c'est de l'administration Trump. La priorité, en termes de sécurité nationale, la priorité numéro 1, c'est la fin de l'immigration de masse. Ça rejoint ce qu'on expliquait la semaine dernière dans les tweets du département d'État. Et là, après ça, dans les zones, il y a ici Promoting European Greatness, Make Europe Great Again, rendre sa grandeur à l'Europe. Et là, vous avez ici, donc, promouvoir la grandeur européenne. L'Europe continentale a perdu des parts du PIB mondial, passant de 25 en 1990 à 14 aujourd'hui. L'Europe est en train de se marginaliser économiquement, là. Ça, c'est sans compter le fait que c'est pas juste une question de PIB, c'est le fait que les citoyens soient taxés jusqu'à la mort, essentiellement. La France, je pense, c'est quoi? C'est rendu à 60-70 de taxation, là. Ça a juste, sans compter les taxes quand tu achètes des produits. Pratiquement tout l'argent généré va à l'État d'une façon ou d'une autre. Il te reste une petite partie de ton salaire que tu peux conserver. Le reste, ça va à l'État. C'est absolument... Et donc, en partie à cause des réglementations nationales, la surréglementation en Europe. Tu sais, les bouteilles avec les bouchons attachés, là. J'avais vu un reportage sur les règlements produits par la Commission européenne. Ça réglementait la taille des bouilloires, tu sais, l'ouverture du bec, tu sais, la quantité tout était régulé. Tu prends comme un spot comme ça, c'était régulé ça aussi. Il y a comme pas trop de lumens, c'est sans fin. Puis après ça, tu as une gigantesque bureaucratie pour gérer ça. Plus tu as de règlements, plus tu as besoin d'une bureaucratie pour gérer ça, et plus le pouvoir des gens s'efface face à la bureaucratie. Les gens sont dépossédés de leur pouvoir démocratique. La bureaucratie gère tout, et c'est ce que Musk dit justement dans un de ses tweets. Il dit c'est une bureaucratie non élue qui gère tout, une véritable maison des fous comme dans Astérix et Obélix. Et donc il dit, mais ce déclin économique est éclipsé par la perspective réelle et plus brutale d'un effacement civilisationnel. C'est la fin de l'Europe. Ben oui, en 2050, si les pays sont en majorité musulmane, ben c'est la fin de l'Europe. Les grands problèmes auxquels l'Europe est confrontée incluent les actions de l'Union européenne et d'autres organismes transnationaux qui minent la liberté politique. Imagine se faire dire ça. C'est vrai, ils empêchent dans les élections et tout, on le voit, la liberté d'expression et tout. Donc, les organismes transnationaux qui minent la liberté politique et la souveraineté, des politiques migratoires qui transforment le continent et créent des conflits, la censure de la liberté d'expression et la répression de l'opposition politique. Je vous en ai donné quelques exemples tout à l'heure. Le taux de natalité est en chute libre, ainsi que la perte des identités nationales et de la confiance en soi. Si les tendances actuelles se poursuivent, le continent sera méconnaissable dans 20 ans au moins. Dès lors, il est loin d'être évident que certains pays européens disposeront d'économies et d'armées assez solides pour rester des alliés fiables. L'Europe va être détruite économiquement, ils auront des armées chétives, etc. Et donc ne pourront plus être des alliés des États-Unis. Sans compter les changements d'orientation, comme je l'ai dit, là.
Beaucoup de ces nations s'obstinent actuellement sur la voie qu'elles ont choisie. Nous voulons que l'Europe reste européenne. Bravo Renaud Camus. Et qu'elle retrouve sa confiance civilisationnelle et qu'elle abandonne son obsession ratée pour l'étouffement réglementaire. Ça, c'est dans le document ici, National Security Strategy. Il y en a beaucoup d'autres là, sur l'Europe. Et vous voyez donc que c'est pas exactement sur le ton qui avait été décrit par Valérie Hayé. Ce n'est pas un document qui est dangereux, etc. Et ils font juste le constat que l'économie de l'Europe est en train de se marginaliser économiquement et disparaître civilisationnellement, c'est-à-dire culturellement, etc., etc. Et que si la trajectoire se poursuit, elle ne sera plus un allié fiable des États-Unis. Les États-Unis ne pourront plus. Et donc, les États-Unis seront finalement isolés isolés pas par choix stratégique. Tu pourrais dire, je suis isolationniste, on se concentre juste sur nos trucs et on se fout du reste de la planète. Mais non, c'est pas isolé comme ça, mais les États-Unis vont être isolés parce que l'Europe se sera sabordée, se sera auto-détruite avec des politiques mondialistes vertes, ridicules, de suicide civilisationnel, de déluge migratoire et d'autoritarisme et de censure de liberté d'expression, etc. Il n'y a plus aucune démocratie en Europe. Là. C'est juste... En Chine aussi, tu peux aller au supermarché et puis t'acheter des choses et puis écouter la musique que tu veux. Là. Je ne sais pas si vous comprenez. En Chine, il n'y a pas vraiment de liberté d'expression et puis il n'y a pas de liberté économique non plus. Quoique, là, je veux dire, c'est géré, tout ça. Là, et puis... Et donc, c'est ça. C'est la raison pour laquelle il y a et donc, Trump veut changer l'Europe et comprend que le problème, ce ne sont pas les peuples européens, ce sont les élites européennes. Et c'est pour ça que je dis que c'est une guerre froide, une politique douce de changement de régime. Et donc, la façon d'opérer une politique douce de changement de régime, c'est à travers la liberté d'expression. C'est pour ça que Trump essaie de fait la promotion de la liberté d'expression partout dans ses ententes avec l'Europe, etc. Et que des politiciens comme Tucker Carlson, qui était en entrevue avec Piers Morgan, lui disait, vous n'avez pas de liberté d'expression en Europe, etc. Et qu'il y a cette espèce d'offensive sur la liberté d'expression parce qu'un changement de régime, c'est pas possible de changer un régime. Un régime peut se maintenir s'il est brutal, rappelez-vous Macron avec les Gilets jaunes, et s'il censure la liberté d'expression. C'est pour ça que c'est le premier amendement de la Constitution américaine, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression. Et là, avec toujours des raisons X ou Y, ils sont toujours en train d'aller tailler une petite morceau de plus dans la liberté d'expression. Oui, ça, mais qui regarde là, les réseaux sociaux et puis dans le discours haineux et finalement, il ne reste plus rien. Il te reste comme, plus de liberté d'expression. Et donc, l'ennemi numéro un pour les élites européennes, pour qu'elles puissent se maintenir en place, c'est les réseaux sociaux. Parce que c'est de là que viennent les révolutions. C'est de là qu'a été élu Trump. C'est les révolutions. Le printemps arabe, les révolutions colorées de Georges Soros, ça passe toujours par les réseaux sociaux. Et donc, ils savent que les réseaux sociaux sont des vecteurs de changement et qu'ils sont annonciateurs de la fin de la prise de contrôle, le pouvoir des élites européennes. Et c'est pour ça qu'ils ont rappliqué cette semaine en ciblant Elon Musk, en ciblant X avec une amende de 120 millions d'euros, 120 milliards d'euros, on va aller voir ça tout de suite, je ne me rappelle plus. C'est 194 millions d'euros. Pardon, milliards, ça je pense. Je suis en live, là. Et donc, l'Union européenne inflige une amende de 194 millions de dollars au réseau social X de Elon Musk en utilisant des raisons superflues, dans le genre, il ne voulait pas partager les données avec... Et immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé? X est devenu la nouvelle plateforme numéro 1 des téléchargements en Europe. Et Elon Musk dit, c'est l'effet Streisand. Donc, vous avez X qui est téléchargé partout. À partir du moment où est-ce que c'est censuré, ça devient tellement attirant, ça a l'air que c'est là qu'il y a les vraies informations. Ils ne veulent pas qu'on le sache, et donc on va télécharger X et on va s'ouvrir un compte. C'est l'effet Streisand. Tout le monde le sait, c'est quoi? Tout le monde sait c'est quoi l'effet Streisand, sauf les gens qui ont mordu à l'hameçon sur les dossiers Epstein de Trump. Et donc, et cette annonce-là, évidemment, n'a pas laissé les politiciens américains indifférents. Ils y voient
une forme de censure. Ici, c'est Marco Rubio qui dit « C'est une attaque contre toutes les plateformes technologiques américaines et le peuple américain par des gouvernements étrangers. L'époque de la censure des Américains en ligne est révolue. » Et donc, le clash est consumé, là. Consommé. Donc, J.D. Vance aussi disait juste avant l'annonce, des rumeurs circulent selon lesquelles la Commission européenne infligerait une amende de plusieurs centaines de millions de dollars à X pour son inaction face à la censure. L'UE devrait défendre la liberté d'expression au lieu de s'en prendre à des entreprises américaines pour des broutilles, for garbage, pour des raisons ridicules. Et donc, c'est encore une fois sur la même ligne, c'est-à-dire qu'en imposant des amendes comme ça, ils font juste confirmer ce que Vance disait, ce que plein de personnes disent sur l'Europe. Ça devient un bastion de la censure, de l'absence de liberté d'expression, de tyrannie, etc. Ils font juste confirmer ça. Mais ils ont pas le choix, parce que s'ils laissent la liberté d'expression, c'est la fin, c'est la fin. Donc, Elon Musk, après ça, est parti dans une série de tweets critiquant l'Europe avec des dizaines et des dizaines et des dizaines, voire des centaines de millions de vues. Combien de temps avant que l'Union européenne disparaisse, a-t-il dit? Musk appelle à abolir l'Union européenne après l'amende de 120 millions d'euros infligée au réseau X. La Commission européenne estime que le réseau social a enfreint les règles de la loi européenne sur les services numériques son dirigeant a dénoncé samedi des commissaires woke et la Stasi de l'UE. Et là, il disait aussi les peuples d'Europe devraient quitter l'UE pour recouvrir leur souveraineté, parce qu'ils n'ont plus de souveraineté, justement. Et il a retweeté des trucs comme ça ici. Ouais, c'est le quatrième Reich. Et ça participe d'une guerre de l'information contre l'Europe. D'une politique de changement de régime doux. Ouais, ici, donc, l'Union européenne commence à constituer une menace existentielle pour la liberté et la souveraineté européenne, nous dit David Vance, retweeté par Elon Musk. Ici, et ça, c'est le tweet auquel je faisais référence un peu plus tôt. Il dit « Être d'extrême droite en 2025, ça veut juste dire avoir la même philosophie politique que 99,9% de tous les humains qui ont jamais vécu jusqu'au 21e siècle. Si vous êtes d'extrême droite, vous êtes juste normal. Si vous êtes qualifié d'extrême, vous êtes juste normal. » Puis là, Elon Musk, il dit 100%. Ouais. Donc, ça ici, c'est ça. Ça, c'est ça aussi ce dont je vous parlais un petit peu plus tôt. La raison pour laquelle on lui colle une amende et qu'on veut censurer le réseau X, etc., c'est parce qu'il montre le fait que l'Union européenne est une tyrannie. Là, on parlait de tyrannie juridique. Vous voyez ici, les tribunaux allemands donnent à une femme une peine plus lourde que celui du violeur qui a été déclaré coupable. À cause qu'elle l'a appelé disgraceful pig, un porc disgracieux. Elle a eu une peine plus lourde que le gars qui a violé sa fille. Vous voyez? Et là, Elon Musk il dit madness. C'est ce que l'Union européenne ne veut pas. Elle veut pas qu'on montre les incohérences de sa politique. Et ça, ici, retweeté encore une fois par Elon Musk. Là, on pose une question. Daily Romania pose une question à une intelligence artificielle. Elle dit « Combien d'enfants, de femmes et d'hommes ont été violés ou tués par des non-européens, des migrants non-européens depuis 2010? » Juste des nombres. Et là, l'intelligence artificielle répond au minimum, une interprétation conservatrice, c'est-à-dire minimum, elle donne le nombre de 400 000 tués ou violés. Et là, Elon Musk qui retweet ça. Et là, il dit 400 000 femmes, hommes et enfants tués ou violés par les migrants non européens depuis 2010. Et personne appelle ça un génocide. 400 000. 400 000 tués, violés, tués. Puis ça, c'est pas juste les agressions quotidiennes là, dans le métro, tout ça. C'est pas ça, c'est juste les tuer et les violer. Et là, Elon Musk il dit quand est-ce qu'on appelle ça un génocide? T'sais? On se préoccupe souvent de la mort de certaines personnes dans certaines parties du monde. Quand c'est les Blancs, on s'en contrefiche, right? Et tout le monde ferme les yeux sur ces crimes-là, en particulier les médias, les salopards. Donc, ça va juste. Ouais, j'ai déjà expliqué dans d'autres web journaux que Elon Musk était un des. Dans quel web journal? C'était dans Asymétrique, je l'ai à quelque part ici.
Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. En tout cas, euh, j'expliquais que que Elon Musk, au début du mandat, quand il faisait partie de l'administration Trump, Elon Musk était utilisé comme une espèce de fou du roi, un élément de la politique étrangère américaine. Rappelez-vous quand il braquait les projecteurs sur les gangs de viol en Angleterre, combien de personnes avaient été violées, les petites filles qui avaient été violées, on en a parlé l'été dernier et au début de l'année maintenant. Et j'avais dit qu'il était, Trump l'amenait à Notre-Dame de Paris, etc. Il était un élément de la politique étrangère américaine dans une guerre. Où est-ce que j'ai mis ça? Asymétrique, tir groupé, c'est ça ici? Non, je ne l'ai pas. Asymétrique. C'est le web journal qui s'appelle Asymétrique, en tout cas. Et, et c'est la même chose. Donc, vous voyez l'ensemble de l'administration américaine, que ce soit J.D. Vance, avec ses discours, Marco Rubio, Elon Musk, etc., tir groupé contre les élites européennes. Même chose avec Viktor Orban, reçu à la Maison-Blanche, un allié stratégique de Trump, qui disait, je pense qu'il y a 2 jours, c'était hier ou avant-hier, Bruxelles a profité de chaque crise, du crash financier aux migrations, en passant par la COVID, l'énergie et maintenant la guerre, pour s'accaparer davantage de pouvoir. Le résultat, une souveraineté nationale amoindrie et des politiques toujours plus inefficaces. L'Europe ne peut plus se le permettre. Il est temps de reprendre le contrôle. Donc, vous avez, c'est ça, et même ici, Alice Weidel, Kirill Dmitriev aussi a jeté les gants et s'en est pris à l'Europe aussi. L'ingérence de bureaucrates européens non élus et hostiles à Trump dans les élections américaines est désormais un grand jour. Bruxelles cherche depuis longtemps à discréditer le président Trump et sabote activement ses efforts de paix. La prise de conscience du rôle de l'UE est en cours. Et là, lui, justement, retweetait Elon Musk. Il fait écho aux propos de Elon Musk, etc., etc. Kirill Dmitriev, encore une fois, c'est lui qui repose du Q là, constamment. Là. C'est l'envoyé spécial de Poutine pour négocier avec l'Occident. Officiellement, c'est un conseiller économique de Poutine pour l'Occident, mais il est comme multitâche, on pourrait dire. Donc, la censure est l'outil principal des bureaucrates de l'UE. En réduisant au silence les critiques des migrations de masse, de la criminalité croissante et du déclin économique, il pousse silencieusement la civilisation occidentale toujours plus loin sur la voie du suicide. Et là, il retweetait ça à Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui s'insurgeait de l'amende de 140 millions de dollars contre Elon Musk. Même chose avec Alice Weidel. Vous avez ici... La Commission européenne cautionne la censure et contrôle. Elle répond, elle aussi, à Marco Rubio. La Commission européenne cautionne la censure et le contrôle des échanges entre ses citoyens. Elle cherche à faire taire les voix critiques en restreignant la liberté d'expression. Voilà le fin mot de l'histoire. That's the end of the story. Voilà le fin mot de l'histoire. Et donc, vous avez ce que vous avez, c'est ça. Là. Allons-y pour une perspective d'ensemble. Vous avez essentiellement les conflits mondiaux qui ont été, le monde, la planète qui a été stabilisé. Là, le conflit en Ukraine est en train de disparaître. Le Moyen-Orient est essentiellement stabilisé. Oui, ça va peut-être se passer dans quelques mois, dans la deuxième partie du mandat Trump, là, la signature des accords d'Abraham, etc. Je ne sais pas, peut-être l'année prochaine. Mais la région est essentiellement pacifiée. Là, le conflit en Ukraine est en train de disparaître et le seul élément qui reste, ce sont les élites européennes. Et là, vous avez... Je m'excuse. J'ai comme quelque chose dans la gorge. Vous avez l'administration Trump qui travaille de façon, les piliers de l'administration Trump, qui travaillent de façon conjointe avec les forces nationalistes en Europe pour coincer les élites européennes avec l'aide de la Russie, etc., etc. Et donc, c'est épique et finalement, c'est ça, comment je pourrais dire? C'est à ça que ressemble le changement de paradigme auquel on est en train d'assister. Je m'excuse. Pourquoi? Je l'avais expliqué. Je m'excuse. On va y aller avec un verre d'eau. Et donc, ce sont des bonnes nouvelles. Vous comprenez, ce sont des bonnes nouvelles. Imaginez être encore Black Pill aujourd'hui, là, tu sais, Trump contrôlé par les mondialistes. Tu ne comprends pas, Alexis, j'arrête Kouchner, blablabla.
C'est pour les mimes, ça. Et donc, même chose, vous voyez ici, donc, euh, la raison pour laquelle les États-Unis ont besoin de leurs alliés européens, c'est parce que une alliance comme l'OTAN, parce que les États-Unis se recentrent sur la zone atlantique, sur l'hémisphère occidental, et que les alliances fondées sur une histoire et des valeurs, ils ont besoin d'une alliance fondée sur une histoire et des valeurs communes. L'immigration de masse amène son lot d'allégeances extérieures, hein, ils souhaitent avoir une cohésion sociopolitique entre l'Europe l'Europe traditionnelle, l'Europe occidentale et les États-Unis, la zone atlantique, etc. Pourquoi? Parce que partout où est-ce que vous regardez, si vous regardez lorsqu'il y a de l'immigration de masse, vous regardez au Parlement, lorsque les gens de l'immigration de masse sont au Parlement, ben, ils se préoccupent des histoires de leur pays et demandent toujours plus d'argent pour leur pays. Puis étant donné qu'il y a des électeurs, genre, de leur pays, il faut, pour plaire et obtenir des votes, il faut leur vote, pour obtenir les votes des électeurs de ces pays-là, il faut envoyer de l'argent dans ces pays-là. Vous avez ici, par exemple, une députée au Parlement du Canada, c'est une Sri Lankaise. Et là, elle dit, donc, c'est une députée du tiers-monde qui parle des problèmes du tiers-monde puis qui veut qu'on envoie de l'argent au tiers-monde. Vous voyez, elle n'est pas en train de se préoccuper, elle, là, du sort des sans-abri dans sa circonscription. C'est pas ça. Non, la priorité, c'est ce qui se passe au Sri Lanka. On s'en contrefiche du Sri Lanka. C'est à eux de s'organiser, à sortir de la merde, à innover, etc. Fini l'aide extérieure, fini le USAID. On dépense des dizaines de milliards de dollars. En fait, c'est des milliards de dollars. Je pense que c'est genre 8, 9, 10 ou peut-être 11 milliards de dollars par année en aide extérieure, alors qu'on a ici, il y a des sans-abri et nos services tombent en ruine. Mais c'est ça. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est que partout où est-ce qu'il y a de l'immigration de masse, les gens sont élus au Parlement et après ça, se préoccupent de leur pays d'origine. Il faut envoyer de l'argent et de l'aide au pays d'origine. Rappelez-vous, Ilhan Omar, etc. Elle, ici, tu vois, c'est une Somalienne qui veut qu'on envoie de l'argent en Somalie, etc., etc. C'est ça, c'est ce que je disais en début de Web Journal. Le candidat à la vice-présidence de Trump affirme que la Grande-Bretagne est le premier pays islamiste doté de l'arme nucléaire sous le gouvernement travailliste. Donc, je ne sais pas s'il avait dit ça au présent ou je ne me rappelle pas qu'il ait dit ça au présent. Je pense qu'il avait dit ça. Il s'était expliqué, il avait dit que ouais, si ça continue comme ça, avec l'immigration de masse, on lui avait dit, je pense qu'une intervieweur lui avait posé la question êtes-vous préoccupé par le Pakistan, la bombe nucléaire, etc. Le premier pays islamiste qui. Je ne me rappelle pas c'était quoi la question. Puis il avait dit il y a déjà un pays islamiste qui a l'arme nucléaire, il dit la Grande-Bretagne. Je pense qu'après ça, il avait corrigé, il avait dit si ça continue comme ça, la Grande-Bretagne va devenir le premier pays islamiste à avoir une bombe nucléaire. Et là, vous comprenez pourquoi il faut arrêter l'immigration de masse. Parce que si, par exemple, si la tendance continue, comme l'explique dans le document de sécurité nationale, si la tendance continue, éventuellement, à cause de la démocratie, etc., ben c'est ça. Les islamistes vont avoir le contrôle, vont prendre le contrôle de l'Angleterre. Je pense que c'est dans son entrevue avec Piers Morgan, Tucker Carlson dit en 2063. En 2063, donc d'ici une quarantaine d'années, les musulmans vont devenir majoritaires. Les blancs vont devenir minoritaires et il faudrait que je revoie les détails, mais c'est ça. Les Blancs vont devenir, au minimum, c'est les Blancs vont devenir minoritaires en Grande-Bretagne. Et là, c'est les autres pays qui vont déterminer la politique étrangère. Et c'est pour ça que ça devient un problème de sécurité nationale pour les États-Unis. Les États-Unis veulent bien mettre fin à l'Empire américain, à ramener les troupes à la maison, à se construire, à focuser sur le développement économique. Ils veulent bien laisser le Moyen-Orient dans son discours de Riyad. Là, il disait on veut un Moyen-Orient prospère avec du développement social et économique au lieu d'une course aux armements constante. Et donc, on retire les troupes, etc. Mais si les États-Unis retirent les troupes et mettent fin on pourrait dire, l'Empire américain et que l'Europe se désagrège, bien, les États-Unis se retrouvent tout seuls dans le monde. Ils ont besoin d'avoir une Europe forte, une Europe stable, sans toujours s'entendre sur tout. Il va y avoir des conflits, je l'ai déjà dit, mais une communauté de pensée, une communauté culturelle, un espace naturel de cohésion politique, un espace naturel de cohésion politique, et c'est de ça qu'ils ont besoin. Et c'est ce que l'immigration de masse met en péril. OK?
J'espère que vous comprenez c'est quoi oui, vous le voyez partout en Occident, c'est-à-dire à partir du moment où est-ce que tu as, dans certains quartiers, à Montréal, à Paris, etc., à Londres, ben, il y a une majorité d'immigrants, puis quand tu as une majorité d'immigrants, les immigrants ne votent pas pour tu sais, un Québécois d'origine. C'est très rare, là. Ils vont voter pour quelqu'un d'entre des leurs, un des leurs. Tu sais, ils vont voter pour un des leurs, ils vont voter pour un des leurs. Fait que là, c'est comme, tu sais, au Québec, on a 125 députés, fait que là, tu vois les députés qui changent comme un par un, puis c'est comme, éventuellement, il va y avoir une majorité de députés issus de l'immigration, et puis ça va être la fin de l'épopée française en Amérique. Vous comprenez? C'est la démographie. Et donc ça, c'est un problème de sécurité nationale. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. 57, il y a encore, et je vais terminer là-dessus, évidemment, toute la question de la natalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas régler la question de l'immigration de masse sans parler de natalité, parce que, comme le mentionnent beaucoup de personnes, le taux de natalité s'effondre. Au Québec, cette année, on est tombé à un bas historique à 1,33 enfants par couple. C'est pas par femme, hein, c'est pas un 1,33 enfants par femme. C'est un couple qui a un enfant. OK? On a arrêté de dire 1,3 enfants par femme. Ça prend un homme et une femme pour faire un enfant. OK? Donc, c'est 1,33 enfants par femme. C'est historiquement bas. Ouais, on a atteint le plateau. Et ce qui a fait en sorte que certains commentateurs de la droite traditionnelle ont commencé à s'en inquiéter. Frank des demi-heures, constat mathématique en passant, arrêtez de nous écœurer avec votre émotivité, le bébé. Immigration ou pas, vous allez disparaître avec un taux de fécondité de 1,33. Vous allez disparaître, on va disparaître. Là. Ça commence, ces gens-là sont généralement pas sur la ligne anti-immigration, mais là, commencent à réaliser que les politiques ne sont pas soutenables. Qu'est-ce qu'on reçoit au Québec, surtout du Cameroun? 15 des migrants sont du Cameroun, 12 de la France, sur le 12 de la France, il y a une partie de Maghrébins là-dedans, puis après ça, tu as Chine, 7,8 après ça, tu as le Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc, c'est presque 20 l'immigration, Haïti, 3,7 Côte d'Ivoire, 2,6 etc., etc. Donc, on est en train de se faire remplacer, malgré le fait que les Québécois, ça c'était l'année dernière, souhaitent une réduction de l'immigration. Sondage léger, 61 des Québécois croient que le Canada devrait accueillir moins d'immigrants comparé à 56 ailleurs au Canada. Le chiffre se maintient depuis 15 ans. Hein. Moi, en 2010-2011, il y avait le même genre de sondage, c'est les sondages CROP, où on disait 65 des Québécois veulent une réduction de l'immigration. Puis là, ici, c'est 61 des Québécois, puis il y a deux facteurs que vous devez rentrer dans ce 61. Et ce sont les mêmes chiffres partout dans le monde. Okay? C'est à peu près partout dans le monde la même chose. Dans ce 61 %-là, vous devez prendre en considération deux éléments. Le fait que les gens n'osent pas dire qu'ils sont contre l'immigration parce que c'est controversé. Radio-Canada leur a tellement dit que c'était raciste d'être contre l'immigration. Rappelez-vous le traitement de Mathieu Bock-Côté. Dès que tu es contre, tu es raciste. C'est comme... Et donc, il y a cette espèce de pression sociale à aller avec, à pas donner sa réelle opinion. J'en avais parlé dans les sondages, les questions controversées sont toujours sous-cotées. Et donc, il faut ajouter normalement un 10 Donc, ça serait comme quelque chose comme 71 des Québécois. Et dans ce 71 %-là, dans le 100 des gens sondés, il y a des gens eux-mêmes issus de l'immigration qui vont dire non, non, on veut garder les portes ouvertes, etc., etc. Ça fait que ça, c'est tout Québécois confondu, y compris les migrants qui veulent faire venir leur famille, etc. Donc, si on prend comme juste les Québécois, les Québécois de souche, et en incluant peut-être les immigrants de première et deuxième génération, pas ceux qui sont arrivés depuis 2015, là, on a probablement quelque chose comme 80 des gens qui veulent arrêter ça. Et donc, ça, il va falloir recommencer à la façon de repartir à la hausse le taux de natalité. Il y a Viktor Orban qui, en Hongrie, hein, c'est comme pour chaque enfant, eux, c'est axé sur la femme. Ils disent, pour une femme, un enfant, si tu as un enfant, tu payes 25 moins d'impôts. Un deuxième enfant, tu payes un autre 25 moins d'impôts. Un troisième enfant, tu payes un autre 25 moins d'impôts. Puis au quatrième enfant, tu ne payes plus d'impôts du tout, à vie. Plus d'impôts sur le revenu à vie. En Hongrie, Viktor Orban, là, le méchant, là. Imaginez, là, tu as 4 enfants, puis tout ce que tu payes jamais d'impôts, tu ne payes plus jamais d'impôts. Okay? Donc,
des mesures natalistes comme ça. La Hongrie ne prend pas de migrants, mais a des mesures natalistes comme ça. Ici, on n'est pas dans les mesures natalistes, là, on est dans les mesures, là, une coalition de familles LGBTQ s'adresse aux tribunaux pour obtenir qu'un enfant puisse légalement avoir plus de 2 parents. Les LGBTQ, là, eux, leur objectif, c'est de détruire le noyau familial. Là, après ça, évidemment, les tribunaux statuent avec eux. Un enfant peut légalement avoir plus de 2 parents, tranche la Cour supérieure. Ah ouais? Après ça, les juges, hein, c'est parmi les pires. Le Québec ne veut pas d'enfants avec 3 parents. La question trouble portée en appel. Combien de temps, encore une fois, ça va durer? Là, Et après ça, un trio amoureux réussit à adopter une fillette de la DPJ. Un trio amoureux là, de papa LGBTQ. Là. Un trio amoureux, c'est comme, je ne sais pas c'est lequel. En tout cas, je vais pas. Je vais faire attention à ce que je dis. J'aurais pu être très sarcastique, mais vous comprenez que c'est absolument c'est décadent. Puis là, on parle d'utérus artificiel et l'objectif, il y a beaucoup des publications comme Cosmopolitan, Glamour, Elle, Magazine, etc., etc. On détruit, on ridiculise les hommes, on détruit la famille, on essaie de montrer que on fait la promotion de couples aussi, toujours des couples interraciaux, etc., etc. Ou est-ce que c'est toujours la femme qui est blanche là? Et donc, cette fois-ci, je vais penser, il va falloir trouver comment ça se fait qu'on tombe à des taux de natalité aussi bas. Il y a des facteurs centrifuges qui empêchent un homme et une femme de rester ensemble et de fonder une famille solide. Et l'ensemble de la politique, ça devrait être, si tu veux arrêter l'immigration de masse sans qu'il y ait nécessairement d'effondrement civilisationnel, il va falloir passer à plus d'automation, renouveler le parc industriel avec plus d'automation, et d'autre part aussi restimuler la natalité en réglant le problème des relations hommes-femmes qui sont complètement qui ont été complètement détruites. Les hommes, maintenant, il y a beaucoup de ça sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Les filles se plaignent que les hommes ne font plus aucun geste envers elles, ne les approchent plus, ne leur parlent plus, ne répondent plus aux avances. Et juste en termes de droit de la famille, là, il n'y a plus aucun homme. C'est pourquoi les mariages sont aussi bas, parce que tu sais que tu es un homme, là, tu sais que si tu te maries avec une fille, premièrement, les filles sont la cause des divorces. C'est elles qui demandent le divorce à 70-80 %. Et pour les filles qui ont un diplôme universitaire, c'est 90 % d'entre elles qui demandent le divorce, les filles avec un diplôme universitaire. Là. Et que tu vas tout perdre. Tu vas perdre la moitié de ta fortune. Tu vas perdre les tribunaux le droit familial tu vas perdre tes enfants, tu vas perdre ta fortune, tu vas devoir le payer une pension alimentaire, etc., etc. Le mariage, c'est la ruine pour un homme. Et donc, les hommes ne veulent plus se marier. Qui sauterait d'un avion avec un parachute s'il y a seulement une chance sur 2 que ton parachute s'ouvre? Là? Je pense qu'il y a comme 50 % des mariages qui échouent dans les 5 premières années. Le mien a échoué. Je ne vais pas blâmer les gens. Le mien a échoué. Et donc, il va falloir éventuellement régler le droit familial, faire en sorte qu'il y ait des stratégies qui font en sorte que l'homme et la femme, pas les hosties d'affaires LGBTQ, là, mais que l'homme et la femme hétérosexuels reprennent contact et que ça redevienne possible et agréable d'avoir des enfants. C'est-à-dire, au lieu de donner tout notre argent aux migrants, là, leur payer des maisons, puis tout ça, donner l'argent aux familles pour que les familles aient des enfants. C'est simple, hein, c'est ça. Et donc, ici, Marion Maréchal, qui, dans son discours cette semaine, appelait au fait d'avoir des enfants comme un effort patriotique. Poutine avait fait exactement la même chose en Russie en 2024. Avoir des enfants, c'est d'abord connaître un bonheur à nul autre pareil. Et pour conclure, je vous dirais, comme je le dis désormais régulièrement à tous ces jeunes qui viennent me voir un peu anxieux et qui me posent cette question simple: que puis-je faire pour mon pays? Comment puis-je m'engager? Comment puis-je être utile? Comment puis-je servir? Comment puis-je contribuer à inverser finalement la tendance? Eh bien, au-delà, bien sûr, de l'engagement politique, de l'engagement... Faites des enfants. Faites des enfants. C'est le meilleur service que vous puissiez rendre à notre nation et probablement le plus utile face aux défis immenses que nous allons devoir traverser. Et puis, je leur rappelle aussi cette phrase magnifique qui m'avait marquée lors de mes lectures adolescentes
phrase d'un des ouvrages de Jacques Trémollet de Villers qui disait « Toute l'espérance du monde se trouve dans un berceau ». Merci à tous et merci à tous. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas, mais le discours est intéressant et ça me rejoint totalement. Et donc, donc, vous avez compris essentiellement le changement, ce qu'on appelle en anglais un sea change, le changement complet de paradigme en politique étrangère et la raison pour laquelle Trump a besoin de stabiliser l'Europe, les mondialistes ont intérêt à ce que l'Europe soit déstabilisée pour obtenir ce que j'ai appelé dans Endgame leur technocratie militaire essentiellement. Là. Hein? Donc, ils ont besoin de déstabiliser le système d'État-nation. Ça fait un méchant bout de temps que les mondialistes tentent de déstabiliser le système d'État-nation. On en a parlé dans différents webjournaux à travers la dette, notamment le système Cloward-Piven, de surcharger les demandes sociales jusqu'à l'effondrement financier de l'État. C'est ce qu'on est en train de voir là, avec des endettements fous partout. Donc, l'objectif des mondialistes, ça a toujours été la destruction du système d'État-nation pour avoir une espèce de système transnational, appelé ça gouvernement mondial, quel que soit le plan, c'est pas clair. Et là, ce que vous avez, c'est Trump qui, lui, au contraire, stabilise le monde, fait de la paix partout et solidifie ou tente de remettre sur ses pieds un système sain, pérenne d'État-nation en se concentrant sur la zone atlantique comme une zone d'alliance naturelle. Hein? Et donc, pour y arriver, cependant, étant donné que ce n'est pas gagné, étant donné qu'il va devoir mener une opération douce de changement de régime en Europe. Donc, tous les Européens qui me disent toujours dans les commentaires, nous, c'est fichu, Alexis, ici en Europe, on ne s'en sortira jamais, etc. Bien, vous avez de l'aide qui vient de l'extérieur. La politique étrangère américaine est clairement axée sur le fait de se débarrasser des élites mortifères européennes. C'est clair, là. D'ailleurs, juste à regarder les réactions. Et la façon d'y arriver, c'est en mettant c'est pas avec des stratégies de révolution colorée traditionnelles, mais c'est en permettant la liberté d'expression, en braquant les projecteurs sur ce qui se passe, la tyrannie en Europe, et en créant en mettant de la pression extérieure, mais d'une façon douce, de sorte que finalement, la cohésion intérieure de l'Europe se lézarde. Et finalement, par exemple, je disais en début de webjournal que les élites européennes recevaient des rétrocommissions pour des trucs comme l'entente avec l'Iran sur le nucléaire, aussi la guerre en Irak, etc. Les Américains ont tous les reçus. Et éventuellement, ça va venir le temps comme par exemple avec Macron, ça fait genre... Ça fait 2 ans qu'il essaie d'envoyer des troupes en Ukraine, puis à chaque fois, ça ne réussit pas. Mais c'est parce qu'il y a la NSA, les États-Unis ont les reçus, comme on dit, là, ont les informations sur la corruption, puis ils sont capables de... Mais ça va se faire de façon graduelle. Donc, soyez patients. On se dirige vers le mieux. Vous avez aux États-Unis une administration qui a besoin de ses alliés européens, d'une zone atlantique forte, une hémisphère occidentale forte, et pour y arriver, il y a besoin de se débarrasser des élites mondialistes. Ah, c'est énorme, c'est énorme, c'est ça le sens du document. C'est pas juste Trump qui dit que l'Europe est rendue la méchante maintenant, là. C'est que c'est le dernier bastion et c'est l'objectif de passer outre c'est ça, de se défaire de ces politiques mortifères. Voilà, je me répète là. Alors, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On remercie ceux qui nous aident à Radio-Québec, qui nous permettent de faire ces analyses-là. Je ne sais pas si cette analyse-là a été produite ailleurs. Tu sais, cette question de stabiliser l'Europe tout en se débarrassant des élites mondialistes, parce que ça va prendre ça. Là. Je ne sais pas si vous avez... et donc, encore une fois, ça, c'est une vision synoptique. Et donc, si vous appréciez les visions synoptiques et les cui bono et les timings et tout ça qu'on explique à Radio-Québec, la vision géopolitique qui explique, après ça, quand ça tombe sur votre fil, là, sur votre fil Twitter, vous tombez sur des articles de journaux, etc., ça devient beaucoup plus intelligible parce qu'on a expliqué un peu la superstructure de tout ça à Radio-Québec. Et donc...
Et que ce soit sur des sujets géopolitiques comme ça, ou des sujets santé comme la COVID, ou sur le climat, ou sur quoi que ce soit qui se passe dans le monde, on a toujours une analyse super pertinente et on aimerait pouvoir continuer à vous partager ces analyses-là. Et c'est pour ça qu'on sollicite votre appui à tous les fins de web journaux. On devrait le faire en début de web journal, mais on ne le fait pas. C'est toujours à la fin du web journal parce que il faut être concentré au début du web journal, mais c'est toujours nécessaire. Et donc, si vous avez apprécié ce que vous avez entendu aujourd'hui, et là, les gens me disent toujours, tu sais, comme c'est comme si je vends de l'espoir. Est-ce que je vends réellement de l'espoir ou bien c'est exactement ce qui se passe là? Je veux dire, j'ai l'impression que je suis extrêmement réaliste et c'est pas une question de vendre de l'espoir, c'est comme ça que je vois les choses là. Moi, je suis assez négatif. Généralement, je suis Schopenhauerien dans ma vie là. Je suis un peu comme je suis pessimiste sur plein de choses. Je suis tranquillo-mélancolique dans mon quotidien. Mais pour en ce qui concerne la politique, la géopolitique, etc., ouais, depuis l'arrivée de Trump, je suis extrêmement optimiste et j'ai jamais été déçu. C'est-à-dire que les choses qu'on expliquait, tout ce qu'on vous expliquait en 2018, quand en 2018, on parlait du discours de Trump à l'ONU, là, quand on a expliqué en 2018 que Trump est allé en Chine avec Xi pour régler les problèmes, que c'était comme essentiellement réglé avec Poutine aussi, etc., puis que Trump, Xi, Poutine étaient ensemble, travaillaient ensemble pour stabiliser le monde et qu'on t'en allait vers un monde tripolaire, etc. Ben, c'est jamais contredit. Si on avait une... C'est-à-dire que je pense qu'on a la bonne grille d'analyse. On a les bons axiomes à Radio-Québec, de sorte que après ça, tout coule de source. On a la bonne vision du monde, les bons axiomes, là, comme sur un plan cartésien, les X et les Y, on a comme les bons axiomes, on a bien planté l'analyse, et après ça, ça coule de source. Et puis, non seulement mon analyse coule de source, notre analyse coule de source, mais après ça, c'est quand vous tombez dans les coupures de journaux, etc., ben ça devient très, très, très clair. Et vous remarquerez, je suis sûr que vous le remarquez, ceux qui écoutent Radio-Québec régulièrement, que quand vous tombez sur des analyses géopolitiques qui sont comme, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais il faut quand même que je le fasse un peu, qui sont comme, qui ne prennent pas en compte les analyses, les axiomes de Radio-Québec, c'est toujours off. C'est toujours oui, tous les points de vue sont intéressants, là, mais il y a des gens qui se fourvoient complètement parce qu'ils sont. Plus on s'éloigne. Je ne vais pas aller là, ça serait trop cocky, comme on dit en anglais, ça serait presque arrogant. En tout cas, ça, c'est possible grâce à vous et on fait ça gratuitement. On fait ça gratuitement. C'est-à-dire que s'il y a comme 1 ou 2 des gens qui nous soutiennent, bien, il y a comme 98, 99, 98 des gens qui écoutent parce qu'ils donnent ailleurs, ou, etc., qui peuvent écouter ça, qui peuvent écouter parce qu'il y a comme 1, 2 des gens qui nous soutiennent. Et donc, c'est un don pour l'humanité. Qu'est-ce que ça fait? Ça enlève la peur, ça permet de comprendre où le monde s'en va, ça permet de ne pas tomber dans les pièges. Et là, vous donnez ça, vous permettez par votre contribution de rendre ça accessible à des centaines de milliers de personnes, à des centaines de milliers de personnes. Donc, votre don, on pourrait dire que c'est le don des contributeurs à l'humanité, à la francophonie. Voilà. Merci, merci du fond du cœur, comme font les Chinois. Là. Merci du fond du cœur. Vous savez comment nous aider. Il y a comme par la poste, il y a par virement Interac. Sur le site, on donne les références PayPal, Bitcoin, etc. et aussi par carte. Ah oui, le souper de Noël. Malheureusement, on ne fera pas de souper de Noël cette année. Je vais vraiment prendre une pause, là. Quelqu'un a dit que j'étais sur le bord du burn-out ou quelque chose comme ça, là, sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sur le bord du burn-out, mais on va prendre une pause cette année. Il n'y aura pas de souper de Radio-Québec. J'ai reçu des clips. Il y a des gens qui m'ont envoyé des clips. C'est le fun. On voit toute la famille qui dit hey! Mais cette année, il n'y aura pas de souper de Radio-Québec. Je vais prendre d'ailleurs, il y a une journée, il y a un dimanche qu'on va sauter. Je pense que c'est le 21, dimanche 21. C'est un 21? Oui, c'est le dimanche 21. Dimanche 21, dans 2 semaines, il n'y aura probablement pas de web journaux. Donc, voilà. Donc, si vous avez la possibilité, pensez à nous. Pensez à nous. Et puis, on va continuer à produire des analyses et à expliquer ce qui se passe réellement. Ouais. Voilà. Voilà. Autre chose. On va se laisser ici.
Yes, sir. OK, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec, le 14 décembre. Et après ça, le 21, on saute et on revient le 28, en espérant que à moins qu'il y ait comme une guerre nucléaire, puis que là, je sois obligé de revenir pour dire non, 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 il n'y a pas de guerre nucléaire, là, inquiétez-vous pas, c'est juste du tape à l'œil. OK? Allez, salut la gang, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut tout le monde.